vous palliez à des fumeurs. Le week-end de reconstitution historique, qu'on appelle aussi Rendez-vous avec l'histoire vivante, c'est un événement que nous organisons au musée depuis l'origine, en fait, puisque le musée a ouvert le 11 novembre 2011. Et dès 2012, on proposait un week-end de reconstitution historique. Donc on invite, c'est la 8e édition cette année, et chaque année on invite des associations de passionnés qui viennent planter leur campement dans le parc du musée. Ils ont des tentes, ils ont des infirmeries, ils ont des matériels, des véhicules, des matériels d'époque, des canons, des fusils. Leur objectif, c'est de partager leur passion avec le public. Et nous, notre objectif au musée, c'est depuis le début de rendre cette histoire accessible au plus grand nombre, et notamment aux jeunes générations. Le tir était tiré et n'atteignait pas les lignes ennemies. Donc là, leurs armes automatiques, qu'est-ce qu'ils portent avec le chapeau en forme de précipité. Donc la première évolution qu'il va y avoir, c'est... La situation est difficile et effectivement, hein, la montée à l'assaut était un peu difficile, une guerre longue, c'est énormément meurtrière, parce que c'est 10 millions de morts, 20 millions de blessés. Oui, c'est ça. Pour l'ensemble des pays combattants. des gens. Merci messieurs, grâce à vous, nous avons un peu mieux compris aujourd'hui. Qui va permettre de divulguer les plans allemands à quelques heures du déclenchement de la dernière. Si vous voulez plus de détails sur les questions du service de santé. Et puis il y a un lourd bilan économique, puisque les pays vont lourdement s'endetter pour produire du matériel militaire, de l'armement, pour produire aussi du matériel médical. Et c'est également un lourd bilan politique, puisque la Première Guerre mondiale marque le début d'une nouvelle époque. On entre vraiment dans le XXe siècle, hein, on va passer du XIXe au XXe siècle, et c'est ce qu'on explique ici au musée de la Grande Guerre. Et c'est la chute des grands empires, c'est la fin de l'Empire austro-hongrois, c'est la fin de l'Empire russe, c'est la fin de l'Empire ottoman, et donc afro-américaine sur le continent français. Donc 14-18, c'est le basculement dans un nouveau monde, dans le monde moderne. Alors ici nous sommes sur le site du terminal de la Citadelle, qui est le terminal des Car-Ferry, qui permet de rejoindre l'Angleterre à partir du port du Havre, avec plusieurs liaisons par jour. Cette liaison est en service depuis le milieu du 19e siècle, et puis a été améliorée et s'est réorganisée avec les siècles. Pendant la Première Guerre mondiale, Le Havre est une base stratégique très importante, une base britannique, et qui accueille aussi
de nombreux travailleurs des colonies. Donc il y a de nombreux travailleurs coloniaux qui viennent travailler pour l'industrie, notamment dans l'industrie d'armement qui sert à Alors, évidemment, il y a cette étape importante de la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi la suite, c'est-à-dire les morts de la Première Guerre mondiale, en particulier en France, qu'il faut remplacer dans les usines pour faire redémarrer la machine économique. Donc on fait notamment appel à des travailleurs des colonies, mais on fait aussi appel aux Polonais ou à des Asiatiques qui restent en France. Alors, les cas de Deng Xiaoping ou d'Ho Chi Minh sont connus. Ils sont venus aussi à un moment travailler en France dans... Et donc, dans les années 20, les Anglais qui arrivaient avec le car ferry débarquaient sur l'appontement qui est derrière nous et reprenaient le train pour aller sur Paris. Quand Normandie, lui, naviguait il a été... Regardless of different country, different region, and different division, why it's not working? Even if I really did best, this Big Mac should be. So I feel that we are really similar. That's why I found. Il faut bien respirer et puis essayer de sentir apnée avant de. 한국 입양인들이 만든 모임이 있어요. 그분들이 같이 이제 한국 문화를 나누고 이런 모임이 있었는데 그 모임에 우연찮게 초대를 받아서 갔다가 이제 장작가 아저씨를 만났는데 그러더라고요. 아버님이 독립운동을 하시다 오신 것 같다. 근데 나도 정확히 기억은 안 난다. 너무 어렸을 때라. 집에 아버지가 남긴 편지가 있는데 한번 봐줄래? 학교로 보내주신 것 같아요. 그래서 그때 학교에서 받아서 이제 찢어가지고 이제 봉투를 찢어가지고 집에 와서 이렇게 보는데 이게 글자가 연도가 그 당시에 써있던 그 한자 뭐 이런 걸 보니까 이게 100년이 거의 다 돼가는 편지더라고요. 그러니까 편지의 내용을 보면은 굉장히 암울하고 침울해요, 정말. 그러면서 멀리 가 있는 형님한테 대해서 독립운동을 위해 떠났다고는 하는데 계속 돌아오지 않고 집에 오지는 않고 그 집의 생활은 점점 더 힘들어지고 그때 상황이 뭐 좋지 않았었기 때문에 그렇기 때문에 빨리 돌아와라. 더 이상 이제 당신이 할 일은 없다. 편지가 이런 내용이다. 딱 말씀드렸더니 아저씨가 눈물이 툭 떨어지시면서 아 나는 몰랐다. 그 스토리를. 그때 좀 다들 마음이 좀 그랬죠. 되게. Tout ça, c'est des... 또 있으시다고 하셨는데 얼마나 있으세요? 한 뭐 10장 더 있으세요? 그랬더니 집에 박스 가득 있어 이러시는 거예요. 그 자료를 저희가 상자를 이렇게 보고 여는 순간 여러 가지 감정이 교차하더라고요. 그러니까 벅찬 느낌, 그리고 되게 슬픈 느낌, 이렇게 처박혀 있었던 느낌. 그런 여러 가지 감정이 교차했고
보기 시작하는데 이거는 정말 생각지도 못한 그런 공문서들이 나오는 거예요. 그러니까 사실 역사를 아무것도 모르는 제가 봐도 너무나 중요해 보이는 서류들 같은 경우 ça peut être c'est qu'il fait en le ton c'est différent. C'est bien différent. Ouais. C'était difficile en fait pour moi de lire tous parce qu'en tant que femme 역사학자인 윤명숙 선생님이 계세요. 그분은 위안부 역사를 하시는 분인데 그분이 이제 제가 이런 자료가 있다는 거를 보시고서는 아 이거 어디 전시회에서 봤나요? 이러고 물어보시는 거예요. 그래서 아니 이건 전시회가 아니고 제가 아는 분 네, 아저씨가 소장하시고 있는 자료인데 저희가 어떻게 해야 될지 몰라서 참 난감합니다 했더니 선생님이 일단 역사적인 가치와 이런 걸 떠나서 어떤 한 사람의 생애사가 그만큼 있다는 것만으로도 굉장히 가치가 있으니 그 자료를 잘 분류를 해라 얘기를 하시더라고요. 내가 보기에는 국사편찬위원회에서 국외로 자료를 수집하러 나가신 분들이 있으니까 그분께 연락을 해보는 게 좋겠다. 내가 연결을 해주겠다. 그렇게 해주셨어요. 홍자 선생님의 그 문서에서 발견된 독립신문 호에는 그 이전에 전혀 보지 못한 새로운 자료였습니다. 그 자료를 알고 있는 사람이 한 명도 없었습니다. 그러니까 완전히 새로운 자료였거든요. 그러니까 이승만 대통령 탄핵 뒤에 독립신문이 발행한 호에였는데 지금까지 한국 학계에서는 그런 호에가 발행되어 는지도 몰랐던 것이었고 또 그러니까 존재 자체가 알려지지 않았던 완전히 새로운 자료였죠. 지금 이거 보시면 이렇게 직인이 이렇게 그러니까 붉은색으로 직인이 찍혀 있는데요. 이 재무부 포고의 내용은 한국 학계에 알려져 있습니다. 근데 이 재무부 포고의 실물은 거의 없습니다. 예, 제가 실물을 본 것도 처음이었고요. 그래서 이 자료도 대단히 사료적 가치가 높은 자료라고 할 수 있을 것 같습니다. 여기 아까 넣었었던 그러니까 프랑스 파리에서 대한민국 임시정부와 관련된 이런 자료들이 발굴되어 있다는 것은 당시 홍재하 선생님이 대한민국 임시정부와 밀접한 관련을 갖고 독립운동을 하셨다는 그런 증거의 하나로 볼 수 있을 것 같습니다. Russian army, the end of the 8th and 19th century, when sometimes the Norwegians they
served in the Russian army. But I don't know why they say retreat, and then we can facilitate the 그 러시아에서 발행된 그 증명서 같은 것들이 어디에서 발견된 건지 발행된 건지 그런 것들을 되게 궁금해하신다는 얘기를 듣고 그 과거에 제가 러시아에서 잠깐 유학했을 때 그 친구들도 그 고려인 수송원이고요. 또 그분의 조상들도 그 과거에 한때 독립운동에도 이렇게 가담했던 그런 분들로 제가 알고 있습니다. 그래서 급하게 그 온라인을 통해서 인터넷을 통해서 그 사진을 보내줬고요. 그 사진을 보고 그쪽에서도 여러 군데 수송을 해서 이게 아주 오래된 그 자료이기 때문에 그 자료를 수송을 해가지고 이게 사할린 지역에서 발행된 러시아의 알렉산더 2세 때에 발행된 그 군인의 신분 증명서인 것 같다라는 그 내용으로 답을 받았습니다. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que ce monsieur nous a fait part de ses contacts en Russie qui ont donc apporté un nouvel éclairage encore avec le parcours de mon père quand il a fui la Corée. Ça, c'est une première chose. Et puis, sa volonté de participer à tout ce qui concerne les indépendantistes. On a essayé de regarder pour retrouver les noms. Parce qu'on et de ce côté-là, bien cette fois-ci indiqué comme coréen. Aussi, ils ont construit des cabanons où De la préfecture qui, normalement, la préfecture de la Marne centralise les informations concernant les étrangers, elle fait des statistiques, elle fait des listes. Donc on devrait retrouver normalement une trace de ce départ. Et on n'a rien. Et on ne sait vraiment pas où ils ont été envoyés ou s'ils se sont peut-être sauvés. On ne sait vraiment rien de leur départ en fait. Alors, nous avons donc ici ce dossier de la commission interministérielle. Tokyo, le 9 septembre 1921. Le comte Ushida, ministre impérial des Affaires étrangères, à M. Henry, chargé d'affaires de France au Japon. Me référant à ma première communication du 4 juin dernier concernant l'introduction à Madagascar de travailleurs agricoles coréens, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je viens de recevoir une réponse à ce sujet du directeur général des affaires politiques au gouvernement général de Chosen. D'après sa réponse, cette autorité doute que si l'on introduisait à Madagascar des travailleurs coréens, leur constitution leur permette de supporter le climat et que, sans expérience de l'agriculture, à l'aide des machines, ils soient aptes au travail qu'on attend d'eux. Puisque vous voyez au premier plan le maréchal Foch, le chef des troupes françaises. Voilà, donc expliquez-nous de quoi qu'il s'agit cette affiche. Alors, il s'agit d'une
Je sais qu'il a extrêmement souffert de l'état de son pays, qu'il avait fui à cause de l'occupation japonaise. Il avait fait des actes de résistance anti-japonais qui l'ont obligé de fuir le pays, puisque j'ai cru dans ce qu'il a raconté qu'il avait été pourchassé par les Japonais. Et donc il a quitté son pays contraint et forcé. Et par tout un périple qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire, il s'est retrouvé en France. Désolé de vous déranger, mais j'ai habité dans cette maison jusqu'en 1960. Oui. Ah, je viens. Au rez-de-chaussée, là, il y avait une chambre. Puis après, c'était la salle à manger. Dans le fond, il y avait la cuisine. D'accord. Et puis derrière, on avait le terrain jusque Et c'est dans toujours le cas, rue. jusqu'à la rue Champaran. Oui, Ouais. c'est ça. Super rangé, mais je Oh non, non, mais vous êtes... Il y a encore de la famille en Corée, j'imagine. Oui, oui. Enfin, des cousins, j'imagine. Enfin, Oui, il est décédé, il a poussé son dernier souffle en 1960. beaucoup d'émotions et beaucoup de... Oui, habité au-dessus. Et puis, beaucoup de Coréens, quand ils sont passés ici, c'est ici qu'ils réceptionnaient. Oui, oui, oui. Ici, on dînait ici et puis on en logeait là-haut dans les chambres. C'était Oui. le là. Mais ouais, je vois les briques dessous. Oui, oui. Ouais, donc c'est une... Ouais, non, c'est une... Ah oui, oui, ouais, je avec, regrette beaucoup. Ah, oui, on va pas rester longtemps, chérie, dehors. Oui. Non, elle est directrice du service scolarité.
Mais mon père avait fait, sur une planche, il avait gravé le drapeau coréen. Et c'était une planche de cette dimension, et donc elle trônait sur la table, donc c'était la présence coréenne en permanence. Vous voyez ce oui, oui. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Oui. Merci, 10 ans, à partir de 6 ans, et jusqu'à 10 ans. Donc ça s'appelait l'école primaire à l'époque. Et donc il y avait des instituteurs qui nous apprenaient le français, l'histoire, le calcul. Donc ici il y a une porte là. C'était la porte d'entrée, la porte de sortie. C'est là que... Oui, c'est là. Alors mon père il attendait soit ici, soit ici sur le trottoir. 왜냐하면 그 역사책에 쓰여지는 줄 한 줄 한 줄 사이에 그 행간에 숨겨져 있는 그런 이야기들은 우리가 상상하지 않으면 알 수 없는 얘기였거든요. 근데 그 편지에는 그게 한 줄 한 줄 써 있는 거예요. 그 내용들이. 편지들 중에 보면은 부고장이 많이 와요. 아버지가 돌아가시고 처음에는 그런 편지가 먼저 와요. 아버지가 식사를 잘 못하신다. 장자가 돌아와야 이제 식사를 할 텐데, 그럼 아버지가 또 쓰신 편지들도 굉장히 많아요. 그러면서 너가 뭐 하는 일이 어떻고 이런 얘기들 하시고, 그리고 너가 와야지 집안이 산다 이런 얘기 하시다가 어느 날 아버지의 부고가 날라오고 부인의 부고가 날라오고 이런 것들을 보면서 너무 힘드셨을 것 같아요. So I'm the last son of Hongjea. So Hongjea, so I'm very pleased that we can have now a contact with the family, the Korean family. 예. 그럼 우리 저기 아버님 홍순택 아버님. 네, 보여드려? 여기 사진 보이시려나? 그거는 무슨 사진이죠? Similar face with 홍재야. Yeah. 그러구나. 네, 들어가세요. 예. 바이. Il me semble là, Che Massé, que ça doit être mon oncle. Parce que mon oncle, on l'appelait Chou et Jué. Alors, Hué et Jué, c'est quand même proche. L'autre nom d'Almium, on n'utilisait jamais ça, mais Chou et Jué, c'était courant. Donc il y a des chances que ce soit mon oncle là. Votre oncle était arrivé en même temps que votre père? Oui, oui, oui. Il était poursuivi par les Japonais, il avait changé de nom. D'avoir un contact direct avec vous. Montrer.
C'est dans le sud. Dans le sud. C'est dans le sud. Non, mais c'était des Coréens qui étaient là, ils sont arrivés comme ça, c'est pas des. Vous voyez, donc, son père. Ah oui. Ouais. Et puis, et après, on a vu ça. Mais c'est à peu près la même époque. Après, quand il est adressé le 12 février 1931. T'es né en 31. Moi, je suis né le 16 décembre 31 et ils se sont mariés. Wow, ça c'est chouette. C'est chouette. Ah, merci, hein, parce que là, franchement, merci. Hein. C'est formidable ce que vous faites. C'est bien parce qu'à 88 ans, là, il... Vous découvrez. Ah oui, c'est... Vous découvrez la trace de votre papa. Oui. Atteste avoir reçu l'argent de la part des travailleurs coréens. Non, mais d'avoir retrouvé des documents comme ça. Oui, voilà, c'est lui qui a écrit cette tête. Donc j'ai fini. Donc j'ai vu que vous pouvez faire. C'est-à-dire, voilà. Oui, alors j'étais convoqué pour me dire que je partais en Corée, à la guerre de Corée. Alors, je leur ai répondu que non, je ne voulais pas aller faire la guerre de Corée. Ils m'ont regardé. Et puis, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller faire la guerre de Corée? Je dis, mais mon père est coréen, vous le savez bien, et je ne vais pas aller me battre contre la famille de mon père. Il doit encore avoir de la famille là-bas. Vous savez que pendant la guerre, on était dans la région parisienne. Eh bien, toutes les semaines, il prenait son vélo, il allait jusqu'en Normandie, ça faisait quand même loin, pour aller nous chercher à manger. Jusqu'en Normandie? Jusqu'en Normandie. Quand vous étiez Pas-de-Calais? Non, dans la région parisienne. Oui. Oui, ça fait quand même... Il partait avec son vélo, il revenait quelques jours après. Quand vous étiez à Milan. C'était... C'était à Milan. Alors il a ramené de quoi de Normandie? Il nous ramenait du beurre, un peu de viande, des pommes de terre, des machins comme ça, sur son vélo. Il allait nous chercher à manger. Il y avait les gendarmes qui attendaient à la maison. Parce qu'il avait été vendu. Qu'il allait chercher du ravitaillement. Il était dénoncé. Et les gendarmes, ils prenaient tout. À Paris, Le Havre, Paris et Suisse. Et puis on a suivi sa vie parce que, en fait, il a toujours travaillé parce que 6 enfants, il fallait s'en occuper, quoi. Il fallait qu'il soit nourri tous les jours. Et ça, c'était important. Ça, pour lui, c'était important. Et on a toujours, on va dire, nous, on est les 2 derniers, on a manqué de rien, on peut dire qu'on a manqué. Oui, on a visé. Voilà. Ça en retrouve. Donc, il disait que... Et que nous, on a demandé l'autorisation... Le Talmud, c'est un prénom coréen. Entre parenthèses, Chu Talmong, né le 3 novembre 1902 dans la région Pyongyang-Pukdo, en Corée, hein, et qui a gardé sa nationalité coréenne. Papa est né dans la partie nord de la Corée, qui est devenue aujourd'hui la Corée du Nord. Ses parents, Jue Sivok et Pak, selon le livret de famille français. Il a un frère dont on ne connaît pas le nom. Très bien. Cette histoire intéresse tout le monde. Donc les colonels... Voilà, donc là, et tout le monde, en fait, il faisait ses petites soupes coréennes avec du cresson, avec des champignons. Et puis, il avait par des Coréens des petites feuilles, ça faisait comme du mica.
On mettait ça dans la soupe, ça gonflait. C'est des algues. C'était des algues. Des algues on vertes a mangé. Et des algues vertes et mauves. Il nous a habitués à manger alors le kimchi, le riz, bien sûr, kimchi, le piment. On a été élevés aussi au riz, au kimchi, au piment. Je les ai donnés à Jean-Jacques, mais j'avais des papiers en coréen. Un étranger européen ou n'importe quoi, c'était la même chose. Pour chasser dans le parc. Oui, c'était au jardin avec le frère de ma mère, enfin. La famille a été séparée quand il y a eu la séparation des deux Corées. Et justement, il était coréen, il était du Nord. Et il expliquait à papa que sa famille a été séparée. Lui, il s'est retrouvé au Sud. Mais il était très gentil, mon père. Ah, très gentil. Et même à l'Isle-Adam, dans la population de l'Isle-Adam, où nous étions, dans la région parisienne, eh bien, quand il partait, il prenait le premier train le matin pour aller travailler, il réveillait les gens le long de la route. Jusqu'à la gare, il tapait au volet des gens pour réveiller, leur dire que c'est... allongé à Chypre, la région dévastée, où il y avait même une quinzaine de Coréens qui venaient de la Russie, qui travaillaient là. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Entrez. télévision coréenne. 한국에 있으면 이제 살지도 모르지. Alors voilà, donc cet arbre-là, c'est un ginkgo qu'on a planté intentionnellement après la mort de mon père. On avait décidé avec maman qu'on mettrait les cendres de papa à Villers et qu'on mettrait un ginkgo. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis il grandit comme il peut. Et on a mis aussi les cendres de maman après, une fois qu'elle est morte. Et voilà, c'est son arbre souvenir. Des choses... bon. Parce que pendant la guerre, quelle que soit la richesse de la famille, les rations, voilà. c'était délivré. C'était un papa qui s'occupait beaucoup de nous, qui aimait faire les choses qu'on aimait, à manger, qu'on soit confortable. Quand j'étais petit, il descendait le matin tôt, il chauffait les vêtements sur le poêle avant qu'on s'habille. On allait se promener, on allait dans les bois, on ramassait des champignons, c'était ça. Et après, quand j'ai été plus grand, c'était quelqu'un avec qui je faisais du bricolage, de la menuiserie, de la peinture dans la maison.
Voilà, je ne parle pas français. Là c'est joli parce que il apprend à écrire il apprend à connaître les mots français dans de la soupe. Donc ça, je pense que pour vous, vous savez lire ça. De lui, c'était dans la maison, il y avait son bureau où il passait beaucoup de temps. Il y avait à la fois des bibliothèques sur tous les murs, une grande table et un petit lit. Et la table était couverte de papier, de livres. Et j'aimais beaucoup être dans ce bureau. Il y avait l'odeur des livres, l'odeur du papier que j'aimais énormément. C'était des livres, alors à l'époque je savais pas lire, mais après j'ai vu, c'était des livres en grec et en latin, en chinois, en coréen, beaucoup de livres en coréen, en français. Donc c'est une revue de géographie apparemment. Et d'industrie. Ou d'industrie. La pénicilline. Voilà, et il a fait un petit article. Le coréen, les croyances. Il expliquait. Les Coréens sont foncièrement superstitieux. était devenue indépendante après la Deuxième Guerre mondiale, ils envisageaient de passer une partie du temps en Corée. Mais ça a été une idée qui est vite partie de leur esprit parce que la division de la Corée en deux a tout de suite... Donc, et je pense que quand on vit dans un groupe comme ça, solidaire, parce que c'était sûr et certain que ce soit un groupe solidaire, il devait justement certainement participer, parce qu'il devait y avoir des gens qui avaient toujours des contacts avec la Corée du Sud, et quand ils faisaient, on va dire, la quête autour de tous les résidents du baraquement, et chacun donnait en fonction de ce qu'il pouvait donner. Moi, je pense que ça devait se passer comme ça. 옆으로 가세요, 계속. 예, 그거군요. 예, 거기. 다 쓰러져가지고 황씨만 보였어요. 근데 우리가 그거 찾는 것도 며칠 애를 써서 기적적으로 찾았는데
그 황씨라고 하는 한국말을 찾았을 때 그 기쁨은 이루 말할 수 없었고요. 우리나라 국가보훈처에서도 이 묘소를 헌충원에 모시고 가신 것 때문에 몇 번 방문한 적이 있고 그런데 그런 관계로 기사가 좀 나갔지만 별걸 찾아오는 사람은 없고요. 살기들이 바빠서 그런지. 사실은 문이 러시아에서 막 돌아다니는 거야. 근데 이게 들어보니까 그때 당시에 그 볼셰비혁명 왜냐면 풍만 된 사람 네. 국가지만 하신지 되게 많아요. 힘든 환경에서도 이방인으로서 그리고 뭐 작은 나라에 먼 작은 나라에서 온 한 사람으로서 동양 사람으로서 이 유럽 땅에서 그렇게 자기가 힘들게 번 돈을 나라의 이제 애국을 위해서 쓰시고 하셨다는 그런 부분들이 저희는 전공이랑 전혀 상관이 없는 역사적인 일이지만 내가 이 역사에 좀 의미를 알고 더 열심히 활동해야겠구나 하는 더 큰 그 모티브로 작용할 수 있는 것 같습니다. 이제 한국 사회가 너무 이제 경쟁도 심하고 그리고 이제 자기 자신을 위해서 노력하고 투자하고 움직이는 게 사실은 대부분이고 저도 그렇게 살아왔고요. 사실은 몇 년 전까지만 해도 저도 이제 제 가족, 저를 위해서만 살아왔는데 이번 기회를 통해서 다들 이게 내가 이게 살아있는 역사가 이 먼 땅에도 있었구나. 한국의 역사가. 그리고 내가 그 역사라는 게 나하고 거리가 멀었는데 그것도 먼 프랑스라는 땅에서 한국 독립운동에 대한 역사, 사료들이 있고 내가 그거를 만져서 정리를 했구나라는. 외국에 산다는 게 쉬운 일이 아니에요. 살아남는 것만 해도 굉장히 힘들고 여기서 저희의 존재를 항상 증명을 해야 됐기 때문에 사실 개인적인 삶이 우선이었어요. 근데 그 내용들을 보고 하면서 사람이 자기 개인적인 것만 추구하는 것으로 끝나는 건 아닌 것 같다는 생각이 들었어요. 그렇게 살라고 우리한테 얘기하는 거 하나도 없었지만 그분의 편지와 그분에게 남겨진 모든 자료들을 봤을 때 어떻게 살 때 더 풍성할 수 있는지 그리고 어떤 방향을 가지고 살아야 되는지에 대한 어떤 가이드라인 같은 거를 볼 수 있었다고 할까? 팀 화이팅! 화이팅! 청팀이야. 그렇지. 태릉이 나왔다. 걔야? 거리야? 야, 도망가. 도망가자. 네. 나 뭐 상관없어요. 유타면 한 번 더 던져. 아니야. 일단 하나로 설명해야 돼. 경영을 많이 해? 그 경영이지 뭐 병원 같은 거 그런 거. 엄마 취직도 했어. 고마웠어. 그래서 카테를 잊지 못했어. 기자 다시 발급 받아야 돼. J'ai ressenti, et mes frères et sœurs aussi, la nostalgie permanente de son pays et le désir permanent de penser qu'un jour il retournerait dans son pays. Il a beaucoup eu d'espoir de pouvoir retourner dans son pays. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu nous apprendre le coréen puisque
il nous disait à chaque fois, c'est pas la peine que je vous apprenne le coréen, parce que quand on retournera en Corée, vous serez bien forcé d'apprendre le coréen. And after changing Yes. Mon fils, tu es mon père vénéré, dont les mérites doivent être reconnus. Tout ce que tu as fait pour ton pays et pour ta famille. Je t'aime, mon papa. 뭐 프랑스 여기 주불 대사관에서도 일하고 Il a tellement veillé sur nous que je me dis c'est pas possible, ça va plus s'arrêter. Je me dis que tous mes moments de bonheur, bon, ben, je suis devant tout. Hein? Mais j'ai beaucoup de regrets que mes enfants ne l'aient pas connu. Ils ont connu un peu leur grand-mère, mais ils étaient tout petits. Voilà. Oui, papa me disait, tu sais, j'ai fait un rêve, j'étais dans un bocal et je voyais les côtes de la Corée.